peu, hein, Laurent. En tout cas, bien petit à petit. Il y a déjà un bon paquet. Bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je ferai entrer les gens au fur et à mesure. Donc, je pense que merci Max pour la notification. Donc, je vous propose de démarrer, hein, si vous voulez bien. Donc, si vous voulez lancer aussi l'enregistrement pour cette troisième et dernière journée des journées d'informatique musicale. Donc, une journée très riche, après une journée assez riche, hein. Hier, vous avez vu, au-delà des présentations, on a eu vraiment des moments musicaux avec d'abord l'atelier de la Croix avec Claude Cados et son team, son équipe, et ce double moment musical au conservatoire qui était un grand défi, hein, il faut vraiment féliciter, je pense, les organisateurs et toute l'équipe technique qui assurait les streaming live parce que c'était vraiment pas évident. Et voilà, on tenait à essayer de relever ces défis. Voilà, donc on peut du coup démarrer cette troisième journée dans laquelle on aura des séances de présentation des papiers, mais aussi d'autres moments, des démonstrations, des démos. Il y a aussi un moment particulier, là, je le rappelle, pour les nouveaux qui ont rejoint la communauté de l'informatique musicale. Donc, il y a l'Assemblée générale à 14 heures qui est ouverte à tous les membres de la FIM. Donc, tous ceux qui sont en ligne, en fait, ont du coup adhéré à l'Association francophone d'informatique musicale, donc sont membres de facto et peuvent participer à cette assemblée. Et je vous conseille vivement parce qu'en fait, vous verrez la palette, si vous ne connaissez pas encore, vous verrez la palette d'activités en fait, qui sont portées par la FIM et une partie desquelles pourrait vraiment vous intéresser directement. Après, on aura la remise du prix Jean Chercheur. Donc, je profite pour vous rappeler que vous avez jusqu'à 14 heures pour voter et exprimer votre préférence pour les papiers. La liste, vous allez sous l'onglet prix Jean Chercheur et vous verrez les candidats, hein, ceux qui se sont portés, ont fait acte des candidatures pour être du coup, recevables hein, pour ces prix. Et on terminera avec donc le troisième conférencier invité. C'est un duo hein, avec Philippe Manoury et Mila Pocket. Bien, alors on démarre avec cette riche journée. On reste dans la composition avec un domaine qui nous tient particulièrement à cœur parce qu'en fait, il y a à la fois un travail théorique, mais aussi tout l'enjeu avec les environnements informatiques, c'est la microtonalité. Et pour ça, on est très heureux d'avoir deux propositions. Hein, une qui émane de François Paris, Camille Jugleris, Ali Reza Farhan et Romina Romé. Et une deuxième de Julien Jounot, les deux, en fait, je pense, ont en commun les points de départ, c'est des propositions qui émanent des compositeurs. Et donc, la microtonalité est vue d'abord comme un problème compositionnel et il faut chercher les outils les plus appropriés pour représenter et résoudre certains problèmes de composition. Donc, je passe tout de suite la parole à François Paris, et qui va donc présenter ses premiers papiers, Microton, un module open source pour Sibelius. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par partager mon écran. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Ça fonctionne parfaitement. C'est parfait. Donc, Microton, c'est un projet qui est, comme son titre l'indique, un open source pour Sibelius, mais on verra que ce ne sera pas seulement pour Sibelius, c'est le point de départ. Et c'est un projet qui est financé par l'Université Côte d'Azur. Pour ceux qui étaient présents à la conférence de Gaël Navarre, on est un petit peu dans le même cadre, c'est-à-dire que
le CIRM où j'étais à l'époque et a intégré l'Université Côte d'Azur. Et donc, dans ce cadre, on a développé des projets de recherche, dont le projet Microtons. Alors, ce projet de Microtons, il est intégré dans un parcours qui est, voilà, il est intégré dans un projet qui est un peu plus large, qui s'appelle le Bureau du compositeur du 21e siècle. Et on verra que ce projet donc, est vraiment centré sur la partition et sur, j'allais dire, les problématiques au quotidien du compositeur. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vous ai juste montré deux exemples là qui sont le bureau de Francis et le bureau de Richard Wagner, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vous propose ça. Donc, dans le cadre du bureau de Francis, qui est le plus spectaculaire à mon avis, évidemment, on s'aperçoit que le compositeur cherchait à entendre depuis son bureau le plus précisément possible ce qu'il allait coucher sur le papier après. Donc, il s'agit évidemment d'un clavier muet, mais avec la mémoire tactile du compositeur, il devait créer une sorte de circulation entre ses sensations gestuelles et puis ce qu'il pouvait coucher sur le papier en passant par une écoute intérieure. Le bureau de Richard Wagner à côté est un peu différent. C'est une espèce de table qui est posée au-dessus du clavier, donc c'était moins forcément confortable. Mais voilà, donc ces deux exemples. Donc on cherche à travailler sur l'environnement du compositeur aujourd'hui, sachant qu'évidemment, avec toute l'électroacoustique, les techniques informatiques et tout ce qui nous arrive, on doit aller un petit peu plus loin que ce que constitue le cadre d'un piano classique pour les compositeurs du passé. Donc, on a, nous, construit, je vais passer très vite sur cette partie parce que ce n'est pas le cœur de notre sujet, on a construit un prototype de bureau. Comme vous voyez, il y a plusieurs écrans, il y a aussi plusieurs modules de saisie. Donc, par exemple, on s'est dit qu'on va saisir de la musique sur des graveurs de partition avec l'aide de la souris, avec l'aide du stylo numérique et puis avec l'aide évidemment du clavier, exactement comme dans le cas du bureau de Francis tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un rendu sonore immédiat, évidemment, qui est intégré au bureau. Donc, c'est un projet qu'on a fait avec des designers, donc la Sustainable Design School, et les designers posent des questions tout à fait intéressantes pour nous, pauvres compositeurs, qui prennent généralement assez peu en compte tous les problèmes qui sont, on a tous connu ça, c'est-à-dire se lever après une après-midi de travail avec un mal au dos pas possible parce on est passé d'un clavier à un clavier d'ordinateur, enfin voilà. Et donc, l'idée, c'était aussi de créer un dispositif ergonomique pour la personne. Et encore une fois, ce n'est pas le sujet central de notre communication d'aujourd'hui, donc on va passer là-dessus. Et on en arrive directement à la librairie Microtons. Donc, cette librairie, elle a été créée au départ par, c'est un travail que j'avais fait au tout début avec Alexis Basquit, qui ensuite a passé le relais à Romain Talon. C'est un projet qui a été initié en 2010 dans ses tout premiers développements et qui aujourd'hui arrive avec sa version 3.0. Donc j'en profite aussi pour vous donner quelques informations. Donc c'est téléchargeable au lien que vous avez sous les yeux. Simplement, on est dans une version alpha, hein, donc c'est une version qui a été mise, on l'a un peu boostée pour arriver à vous présenter quelque chose pour les gyms. Elle est encore avec quelques petits soucis, on en parlera tout à l'heure, mais disons que dans le mois qui suit, probablement on aura quelque chose qui fonctionnera de manière très efficace. Enfin, ça fonctionne déjà, hein. Moi je travaille quotidiennement avec Microtons depuis, on va dire, pratiquement une dizaine d'années, puisque le projet a été initié en 2010. Je dois aussi excuser l'absence de Camille Juliaris qui devait faire la présentation avec moi. Camille Juliaris est le directeur technique du CIRM. Comme peut-être certains d'entre vous le savent, il y a des gros problèmes en ce moment au Centre national de création musicale de Nice, le CIRM, l'organisateur du festival Manca. J'entendais avec intérêt la conférence de la personne qui parlait de l'Université de Montréal et qui parlait des liens entre la culture et l'enseignement supérieur. Disons que dans notre cas, ça ne se passe pas toujours sous les meilleurs auspices. Donc voilà, Camille, il est bloqué par des problèmes voilà, qu'il a absolument réglés. Donc c'est pour ça que je fais la présentation tout seul. Et j'en profite pour saluer aussi l'association des deux doctorants UCA que je co-dirige dans le cadre d'une thèse avec Jean-François Trubert du laboratoire CETEL,
à l'Université Côte d'Azur, donc Alireza Farang et Romina Romay, qui ont aussi participé à l'élaboration de l'article que vous pouvez consulter. Donc, microtons, rentrons dans le cœur du sujet. Ce que je voudrais vous présenter ici, c'est l'origine du projet. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet qui part de la composition et qui se préoccupe des préoccupations du compositeur et qui cherche à mettre en place des outils qui peuvent permettre de comprendre, réaliser ce qui est en train de se faire. Mais on verra que ça va beaucoup plus loin. Donc, ça, c'est vraiment partie de ma propre problématique qui est de travailler sur des tempéraments. Et des tempéraments, je dis bien tempérament, je dis tempérament dans le sens où il s'agit d'un compromis entre une dimension qui est donnée verticalement et une dimension qui est donnée horizontalement. Pour ceux qui connaissent, tout le monde connaît, je crois, le fameux compromis de Werkmeister, qui a abouti au fameux clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Donc là, vous avez un exemple, vous avez 4 tempéraments différents, donc avec des tempéraments qui sont plus larges que le tempérament égal classique, c'est-à-dire le 2.4, un tempérament plus resserré 1.6, et puis un tout petit tempérament qui s'appelle le 1.2. Et il s'agissait simplement d'accorder ces tempéraments à la manière de tempérament. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de découper les micro-intervalles, et ça c'est un premier point sur lequel je voudrais insister, il ne s'agit pas de découper les micro-intervalles à l'âge, comme on dit communément, mais vraiment de les affiner et de les accorder dans un compromis entre ce que nous proposent les mathématiques et ce que nous propose évidemment notre oreille, avec tous les paramètres que vous connaissez. Donc voilà, ça c'est un exemple de tempérament, mais c'était le point de départ de Microtons. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensuite par rapport à tout ça? On a commencé une version 2.1, alors qui est un peu contradictoire avec ce que je vous disais précédemment, puisqu'on avait une notation au huitième de ton, donc certes fine, mais quand même découpée à la hache. On avait une restitution polyphonique possible, voix par voix, ce qui n'était pas le cas dans les logiciels existants, enfin, en tout cas à cette époque, ce qu'il n'est toujours pas, enfin, on pourra parler après si vous voulez de la manière dont les logiciels du commerce restituent les micro-intervalles. Et puis on avait des outils qui nous permettaient de réaliser des transpositions microtonales ainsi que des glissandi microtonaux, mais successifs. On pouvait définir des échelles et puis on pouvait transposer, mais toujours dans le cadre à partir d'une note pivot et toujours dans cet esprit de vraiment découper au huitième de ton, ce qui pour nous était dès le départ insatisfaisant, mais qu'on a cherché évidemment à améliorer par la suite. Donc on a quand même réalisé des choses assez complexes. Ça, c'est un exemple de mon opéra Maria Republica, dans lequel vous voyez, vous avez des sons d'orgue, donc voilà, qui sont pris dans des bibliothèques de sons et qui glissent donc à plusieurs voix. Donc l'idée, c'était aussi de réaliser des choses, de simuler donc à l'écoute toujours ce rapport au bureau du compositeur, des choses qui sont hautement improbables. Évidemment, un orgue, ça ne glisse pas dans la vraie vie. Et aussi de les mettre en temps, c'est-à-dire de pouvoir moduler la vitesse de la partition, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'est juste un exemple. On arrive à la version 3.0. Donc la version 3.0 qui est en cours, enfin, comme je disais tout à l'heure, qui est en version alpha là pour l'instant, qui est en ligne depuis hier. Alors évidemment, là, on rentre dans le cœur du sujet, puisque avec la version 3.0, on va pouvoir accorder au millisecond près. Donc, ce qui nous donne évidemment une capacité de faire des choix très fins et surtout d'ouvrir tout un tas de possibilités qui vont nous amener dans beaucoup de territoires que je vais essayer de vous présenter maintenant. Donc, on va choisir les notes dans l'échelle et on va choisir des rapports de hauteur entre chaque intervalle. Ça veut dire par exemple que, comme je le disais quand je parlais du compromis tout à l'heure, le fameux compromis, que d'octave en octave, par exemple, on n'aura peut-être pas exactement la même valeur de notes, exactement comme quand un accordeur de piano accorde le piano chez vous. Vous savez qu'il fausse forcément soit les quintes, soit les octaves. Enfin, en tout cas, il part des quintes dans l'accord classique et dans l'accord dicordier, il accorde à l'octave. On va aussi choisir, on pourra choisir son échelle qui est à donc
traité par le Microtones Playback, c'est-à-dire l'outil qui permet, le script qui permet d'aller poser comme ça sur chaque note de Sibelius une valeur de hauteur par note. Et puis on peut aussi, et ça c'est une possibilité assez intéressante, parce que nous on a travaillé aussi avec d'autres logiciels, pour ceux qui connaissent Pianotech par exemple, qui a dans lequel on peut apporter aussi des échelles Scala. Enfin, ça c'est un autre développement qu'on a fait par ailleurs. Et donc, c'est un outil tout à fait intéressant. On peut accorder des tempéraments sur la totalité des registres, note par note. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis, on a aussi mis quelques outils qui ne sont pas présents dans les choix commerciaux que font les éditeurs de graveurs de partitions, par exemple des glissandis sur harmonique artificielle qui peuvent passer par-dessus une barre de mesure, voilà, avec des liaisons, enfin voilà. Tout ça, ce sont des outils qui ont été intégrés dans la version 3.0 de Sibelius. Si on va un petit peu plus loin, voilà, alors ça, je vous ai mis vraiment, vous avez sur la deuxième colonne, vous avez un exemple de partition. Là, c'est une partition à moi qui est en chantier. Et vous avez donc toute la définition des fonctions. Donc, je ne vais pas la donner en détail, mais quand même. Donc, vous avez les échelles donc, que vous pouvez définir. Vous avez la possibilité de créer un set de symboles. Alors ça, on y tenait beaucoup. C'est-à-dire que, vous savez, les éternelles discussions entre ceux qui disent que la flèche vers le haut, ça vaut quart de ton, ou ça vaut huitième de ton, ou le bécard avec une flèche vers le bas, enfin bon, etc. Sans parler de ceux qui utilisent des tiers de ton, des sixièmes de ton, enfin, toutes ces possibilités-là. Donc, on sait, à partir du moment où on peut accorder ces échelles au cent près, il est tout à fait possible, dans un deuxième temps, ça sera la version 3.1, d'éditer des sets de symboles. C'est-à-dire, on pourra choisir exactement le symbole qu'on veut, et puis ces symboles seront traduits après, sachant que de toute façon, ils sont ensuite euh, accordés note par note ou octave par octave, si on veut, hein, si on a des modes octavians. Et voilà, avec cette possibilité de pouvoir faire ça. Une possibilité intéressante, c'est le change scale. Donc, c'est l'idée, alors ça, c'est quelque chose que moi, j'avais vraiment à cœur d'utiliser, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme une respiration du son, enfin, plutôt du contexte harmonique. Si vous avez un tempérament, par exemple, qui est élargi et que vous passez sur un tempérament qui est au contraire plus resserré, ça vous permet de passer de l'un à l'autre. Il y a une autre fonction possible avec ce change scale, alors sachant qu'on évidemment on bascule de l'un à l'autre à travers une note pivot qui doit être commune aux différentes échelles ou aux différents modes ou aux différents tempéraments que vous utilisez. Alors, il y a une autre fonction pratique, vous savez, on en revient toujours sur le côté pragmatique de la chose, c'est que tout le monde sait que quand on écrit une partition avec plein de micro-intervalles, en particulier si c'est plus petit que le tempérament réel, quand on se trouve avec soit des instruments transpositeurs, soit recréer ça sur un clavier, le fait de pouvoir passer, par exemple, d'un tempérament quelconque ou d'un mode quelconque à ensuite une transposition sur un mode classique, enfin, comme sur un piano classique, ça nous permet aussi d'éditer des parties séparées de manière instantanée et tout à fait sûre. Bon, après, vous avez plusieurs fonctions, par exemple, forcer les altérations accidentelles. Le microtonal playback, ça c'est le cœur du plugin, c'est-à-dire que quand vous êtes dans cette fonction-là, vous allez pouvoir choisir le tempérament, le mode, la gamme dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, une fois définir ça, vous allez, alors je vais sauter un petit peu, vous avez plus bas des transposes 4 degrés up, 4 degrés down, 3 degrees, etc. Et ça, vous allez pouvoir le faire à l'intérieur du mode, du tempérament ou de la gamme dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est des fonctions qui sont extrêmement pratiques pour pouvoir réaliser les transpositions éventuellement sans souci. Ensuite, vous avez les ondes harmoniques, évidemment. Vous avez une fonction qui est de préparer la partition à l'utilisation du plugin. Vous avez la fonction qui permet d'enlever tout ce que vous avez passé avec le plugin, la fonction montrer l'échelle. Voilà, et puis
Donc ça, c'est en gros le cœur de tout ce que vous pouvez faire avec Microtones. On n'est pas encore au top sur l'ergonomie, c'est-à-dire que ces appellations vont bouger. La documentation est en train de finir d'être mise en place. Elle va bouger aussi dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais voilà un peu ce qui se passe. Alors cet outil, qu'est-ce qu'on en fait en fait concrètement? Qu'est-ce qu'on en fera plus tard? Alors ça peut être un outil pédagogique très intéressant pour travailler sur, par exemple, tout ce qui est musique extra-européenne, intonations diverses et variées dans toutes les musiques possibles et imaginables. Et ça pourrait être aussi quelque chose qui est utilisé au niveau musicologique pour savoir vraiment très précisément comment faire la différence avec des tempéraments anciens, avec des comparaisons avec, voilà, sans passer forcément par un réaccord à chaque fois. Donc ça peut être très bien. Ce qui, moi, m'intéresse particulièrement en tant que compositeur, c'est et que j'ai déjà testé à plusieurs reprises, c'est qu'on peut aussi, à partir du moment où on est avec des simulations instrumentales, large, par exemple dans le cas d'un grand ensemble, tester des situations acoustiques et psychoacoustiques. Et ça, on peut le faire à partir du moment où on travaille au centre près, évidemment. Le grand avantage, je ne sais pas si par exemple si on parle de l'apparition de sons différentiels, le grand avantage de cet outil, c'est que quand vous travaillez avec l'ordinateur, vous repassez 10 fois le passage en question en simulation et vous avez 10 fois exactement le même résultat, ce qui n'est évidemment pas le cas de ce qui se passe quand vous êtes avec un monde instrumental, sachant que le nombre de paramètres est tellement énorme pour arriver à faire sortir ces sons différentiels, si on ne parle que de cela, que ce n'est pas possible. Donc la simulation de phénomènes acoustiques ou psychoacoustiques est tout à fait intéressant. J'y reviendrai tout à l'heure, certainement, quand on parlera de la scène. Et là, je vous ai mis voilà, un petit exemple. Voilà, vous avez, je vais peut-être le repasser, parce que, donc, il s'agit de trois modes du Moyen-Orient qui sont accordés différemment. Et on se rend bien compte, avec cet exemple très simple, de la différence d'intonation et on ne bouge pas beaucoup. Hein. On est sur du 20 cents, 40 cents, on est à 20 cents près ou un peu moins dans le cadre du dernier. Voilà, je pense que c'est clair. Et surtout, ce qui m'intéresse moins beaucoup dans tout ça, c'est cette idée que, toujours la même qu'avec le tempérament classique, vous avez exactement la même chose écrite sur la partition, mais on sait très bien que le contexte change. Cette fameuse histoire de la sensible dans la gamme classique, hein, une gamme donc, qui est évidemment plus haute que le demi-ton tel qu'il est écrit classiquement. Voilà. Donc, pardon, je passe à la suite. Voilà. Et puis, alors, sur les développements à venir de Microtones, on va, donc, Jean-Paul disait deux mots tout à l'heure, donc on va essayer de rendre possible tous les symboles microtonaux pour le confort du compositeur, du musicologue ou du chercheur. Et puis, on va aussi rendre des systèmes de notation, vous les connaissez, hein, qui existent, donc les rendre possibles pour tout un chacun. On pourra aussi évidemment définir son propre système et puis aussi écrire de l'échelle utilisée sur la partition. Alors, dans le cas de l'utilisation de plusieurs échelles, de plusieurs modes, de plusieurs tempéraments simultanément, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans la version 3.0, on est obligé de passer le plugin sur la partie qui concerne tel mode, la partie qui concerne tel autre mode, on repasse une deuxième fois. Et là, on est en train d'imaginer, de programmer, enfin c'est Romain Talon qui s'occupe de ça, des marqueurs sur la partition qui permettraient au plugin de savoir comment transposer telle ou telle chose. Moi, c'est des choses que j'écris déjà sur la partition, le tempérament dans lequel on est, mais on pourrait imaginer de changer de mode simplement en lisant la partition. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait important, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, c'est que nous travaillons vraiment sur la partition, à partir de la partition, et pour aller plus loin. Alors, quand on parle d'écrire les échelles, il est évident que dans la partition, on peut aussi intégrer tout ce qui est
sont concrets, sont traités, etc. Enfin, j'y reviendrai un petit peu plus loin. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on en fait et surtout, qu'est-ce qu'on en a fait, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Ça, vous avez une photo là sous les yeux de mon opéra Maria Repubblica. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on se trouvait confronté à un problème, c'est que dans le cadre, par exemple, d'une production à l'opéra, comme vous savez, les 4 premières semaines sur les 6 sont consacrées à ce qu'on appelle des répétitions scéniques, c'est-à-dire dans lesquelles l'orchestre n'est pas présent, mais où vous avez un chef de chant qui joue une réduction au piano de la partition d'orchestre. Le problème, c'est comment vous faites quand vous avez des micro-intervalles qui sont dans tout l'opéra. Donc, c'est aussi cette préoccupation qui nous a amené à fabriquer des simulations de l'orchestre. Et je crois que c'était une première parce que pour la première fois, dans une représentation, enfin dans une production d'opéra plutôt, on a fait toutes les répétitions scéniques avec des simulations d'orchestre. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas tout dit, puisque particulièrement dans le domaine de l'opéra, comme on est lié au plateau, qu'on est lié à du mouvement, à des souplesses de tempo, c'est bien joli d'avoir des simulations, mais il ne s'agit pas de faire un karaoké. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin et d'avoir des choses qui sont mouvantes et qui permettent aussi au chef, qui lui est présent pendant les scéniques, de pouvoir moduler ses tempi, de pouvoir ralentir, accélérer à sa guise, suivant ce qui lui est renvoyé des chanteurs du plateau. Et donc, j'y viendrai tout à l'heure, mais on a aussi utilisé en parallèle le programme Antescofo de l'IRCAM qu'on a intégré à la partition, si vous voulez. Il y avait un lien direct entre Sibelius, Microtons et puis Antescofo, ce qui nous permettait de piloter à la fois le tempo et les hauteurs et les timbres. Alors, autre chose assez intéressante, c'est que quand vous regardez le répertoire de l'opéra, par exemple, je prends Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss, si vous comparez la réduction de piano avec ce qui se passe à l'orchestre, le résultat est déjà assez lointain. Et les réactions des chanteurs étaient tout à fait intéressantes quand on a travaillé comme ça, parce que on se demandait comment ils allaient prendre la chose. Et ce qui me ramène un petit peu en arrière sur la fabrication du premier microtol, on s'est posé la question de pouvoir réaliser deux choses. Alors, une n'est pas encore possible pour l'instant, il s'agit des sympathies. Hein, quand vous avez un pianiste qui joue avec un chanteur, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est la qualité des transitoires d'attaque, d'où le son du piano pour supporter les chanteurs, d'une part, et d'autre part, le halo harmonique qui est dégagé par le piano, c'est-à-dire le réseau de sympathie. Alors, le réseau de sympathie, il était évidemment difficile à simuler dans un premier temps. On va pouvoir en reparler après. Nous, on l'a fait avec des pianothèques, par exemple, qui permet de. Enfin, c'est un peu de la synthèse par modèle physique, donc ça permettait de recréer des sympathies. Mais en tout cas, on a travaillé dès le départ sur la qualité des transitoires d'attaque. Et pour ceux qui travaillent avec des micro-intervalles sur les logiciels existants. Vous savez que, par exemple, quand ils font des quarts de ton, Sibelius, etc., dans le programme de Sibelius, il faut un petit pitch bend au départ du son, ce qui évidemment détourne totalement la perception de l'intervalle pour lui-même. Donc là, on a réalisé cet opéra et d'une manière plus générale, qu'est-ce qu'on peut faire avec des simulations qu'on arrive à créer à partir de la partition. Donc, il y a un suivi en temps réel avec les partenaires, quand vous travaillez avec des chorégraphes, quand vous travaillez avec des metteurs en scène, quand vous travaillez avec aussi des interprètes, en particulier dans le domaine des micro-intervalles, ça peut être très utile pour eux d'avoir effectivement une relation directe au son dès le départ et de savoir un petit peu dans quel contexte ils vont pouvoir se trouver. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ça permet aussi de simuler à la table tous les phénomènes acoustiques différentiels et tout. Donc, dans le cas de Maria Repubblica dont je parlais tout à l'heure, il y avait cette fameuse apparition de sons différentiels que me donnait la simulation. Et donc, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé voir le chef d'orchestre Daniel Kafka en lui disant, au moment où les musiciens entraient en jeu, les vrais musiciens, qu'il y avait une potentialité d'apparition de sons différentiels
entre la mesure, je ne sais plus, 50 et 72 par exemple. Et que donc il fallait à partir de ce moment-là travailler vraiment finement sur la potentialité d'apparition de ces sons différentiels. Et donc, ça change aussi l'attitude des interprètes au moment de la répétition. Voilà, donc ça, c'est tout un tas d'opérations qui sont évidemment fascinantes et qui ne sont qu'au début. C'est-à-dire que je pense qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce domaine au fur et à mesure que les outils vont s'affiner. Alors, on a fait déjà des réalisations. Donc, Maria Republica, j'en parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'était pour Angèle Nantes Opéra en 2016. On a travaillé aussi alors, avec ces simulations. Alors, c'était assez inattendu. On a travaillé pour le Festival d'Aix avec le Pinocchio de Philippe Ospens. Alors là, bizarrement, il ne voulait pas la variation temporelle. Il voulait juste une simulation d'orchestre, mais qui permettait aux chanteurs d'entendre tous les timbres différents et de se repérer sur des timbres différents et pas seulement sur des hauteurs données par un piano. La musique de Philippe Ospin, ce n'est pas extrêmement complexe, enfin, il n'y a pas de micro-intervalle par exemple, donc on a pu le faire, mais là on a ouvert un autre champ, c'est que le chef de chant est venu dans nos studios pour enregistrer en chantant lui-même toutes les différentes parties. Et donc, histoire d'aider les chanteurs à se recadrer. Donc, c'était encore une maquette qui était un petit peu différente. Et la mise en scène, le metteur en scène, donc, était tout à fait, lui, intéressé à faire ça. Je vous donne un exemple très idiot. Comme vous le savez, tous les metteurs en scène d'opéra lisent parfaitement la musique et entendent parfaitement quand ils prennent une partition, surtout en création. Et donc, une question très pragmatique et très belle, c'est le temps disponible pour le changement d'un décor, par exemple. Et donc, si vous avez dans la partition, c'est arrivé dans plein d'histoires qu'on connaît dans le milieu de l'opéra, c'est-à-dire qu'on demande au compositeur à la dernière minute de rajouter 2 minutes ou alors de couper au contraire 2 minutes dans son texte, c'est souvent compliqué. Donc, c'est aussi cette possibilité qu'on avait là. Et puis, on a aussi réalisé un autre opéra, le cas de Jekyll, que j'ai fait en 2018, mais je vais accélérer un peu parce que… François, si vous pouvez doucement aller vers oui, je vais aller… voilà. Et je vais conclure en montrant ce qu'on fait donc avec les variations de tempo. L'idée, c'est toujours de repartir à la table du compositeur jusqu'au spectacle et donc d'imaginer le compositeur à sa table avec un système de capteurs qui peut diriger sa propre partition en train de s'écrire pour pouvoir évidemment simuler ça. Donc on l'a mis en place, hein, on l'a fait avec Monica Gil-Giraldo qui travaille aussi en collaboration avec l'IRCAM et avec Jean-Louis Javito. Je vous montre ce que ça donne en vidéo. Voilà. Donc, je pense que c'est assez représentatif. Vous voyez qu'il y a un peu de latence toujours. Bon, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mais voilà, on voit bien le contrôle du tempo. Évidemment, la musique ne se déroule pas comme ça normalement. Mais voilà, elle a vraiment exagéré complètement les changements de tempo pour qu'on puisse se rendre compte pour cet exemple. Voilà, je crois que j'arrive au bout de la présentation et merci beaucoup pour votre attention. Je suis évidemment prêt à répondre à toutes les questions. Merci beaucoup. Vous pouvez juste quitter les partages d'écran, s'il vous plaît, comme ça. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante. On va plein de, je pense, problématiques qu'on a déjà touchées dans les gyms. Personnellement, je vois aussi des liens possibles avec des travaux. Vous avez mentionné Antes Truffaut, Open Music. On peut rêver d'un partage, en fait, un peu comme on avait fait avec Open Music et Finale, mais le faire avec Sibelius, du coup. Donc, avoir des plugins qui permettent de travailler sur la microtonalité. Il faudrait en parler à Karim Haddad, qui est donc notre expert Open Music en microtonalité et qui serait sans doute à l'écoute pour vous
pour envisager des possibles collaborations. Donc, je demande s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le public a des questions? Vous pouvez réagir tranquillement voilà, en posant la question directement. Bonjour. Bonjour Monsieur Paris. Je voulais savoir en fait, parce que nous, donc, je bosse avec Rodolphe Bourrotte et Corentin Guichawa sur Upi Sketch, qui est le descendant de l'Upic. Et donc, c'est des travaux du coup qui s'intéressent aussi beaucoup à la microtonalité. Oui. Et du coup, nous, on voit bien le gros problème, c'est la synthèse. Par exemple, quand on prend les glissando, quand on dessine des courbes, c'est très dur d'avoir un son une synthèse sonore qui soit vraiment qui donne envie vraiment d'écouter de la musique parce que c'est pas forcément simple. Et du coup, c'était pour savoir un peu comment est-ce que vous aviez, enfin, quelle était en général la manière dont c'était traité justement dans Microtone pour que ça donne un résultat satisfaisant. Alors, ce que je peux vous dire, ça me permet d'aborder deux choses. La première, ce qui est super importante, c'est que toutes ces simulations qu'on construit, ce n'est absolument pas pour remplacer les musiciens. Donc, première chose, hein, donc on a pris toutes les sécurités là-dessus. Donc, il ne s'agira jamais d'un travail, entre guillemets, artistique poussé. La deuxième chose, c'est que on a utilisé, par exemple, les librairies de DIRCAM et on a fait tout un travail, par exemple, sur la durée des glissando, on a été obligé de boucler, on a fait tout un tas de choses comme ça. Mais dans le plugin lui-même, mais ça c'est une question qu'il faudrait poser directement à Romain Talon, il y a effectivement des aménagements qui sont prévus pour réaliser ces glissando de manière continue. Je sais qu'on a eu beaucoup de problèmes nous aussi dans le lien avec la partition elle-même, hein, ne serait-ce que pour passer au-dessus d'une barre de mesure, par exemple. Enfin, ça paraît des choses extrêmement basiques, mais voilà. Mais a priori, oui, ça s'est fait tout à fait sans trop de difficultés, sachant qu'encore une fois, l'idée n'est pas de faire du son. Oui, donc en fait, c'est par exemple si on faisait jouer un quatuor de Ben Johnston, Oui. ce qui est assez ardu par exemple, et avec plein de microtons, ça permettrait en fait d'aider les instrumentistes à entendre les harmonies par exemple. Voilà, Ça pourrait exactement. avoir cette utilité-là. C'est exactement. C'est-à-dire que ça permet, c'est un petit peu de la musique in vitro, quoi. Mais je refais le lien avec ce que je disais tout à l'heure avec le bureau de l'artiste. C'est-à-dire, c'est très bien, les musicologues savent très bien que, par exemple, Beethoven écrivait au piano, c'est-à-dire il passait de son clavier et ensuite il écrivait sur le papier, enfin, pour qu'il devienne sourd. Mais donc cet aller-retour, comment le réaliser avec tout ce que ça comporte d'incertitude et de projection sur l'avenir. C'est-à-dire qu'un glissando, par exemple, les glissandi d'harmonique, ce n'étaient pas des choses qui étaient du tout évidentes à faire. C'était programmé par Romain Talon. Et, mais ça reste des simulations, c'est pas. Oui, c'est des simulations pour, par exemple, on fait un quatuor compliqué, où il va y avoir plein de. Voilà, c'est pas faire une projection. En fait, c'est comme ça que vous l'utilisez ici. Voilà. Et puis quand on a des harmonies microtonales complexes, par exemple, c'est bien de pouvoir les entendre, évidemment. Ouais. Alors moi j'ai une question, parce que j'avais un peu utilisé Microtones, et je me rappelle qu'effectivement il fallait mettre des vaguelettes et aller jouer au MIDI Sense Spray et tout. Donc est-ce que vous arrivez à faire, par exemple, je vous donne un accord de dominante pure, est-ce que vous arrivez, je sais pas moi, à rentrer 5 quarts, ou est-ce qu'il y a toujours l'étape de conversion qu'il y avait avant Non, normalement c'est tout à fait possible. Ça, à partir du moment où on a les symboles sur la partition. Alors, ce qui est contraignant pour l'instant, c'est que on a simplement, ça sera dans la version 3.1, on a notre propre set de symboles. Hein. Il faut faire avec celui-là. Et c'est pas du tout le but, c'est simplement que les tables de conversion sont plus compliquées que prévu. Enfin, parce que. Ouais, mais je vous rappelle. Et donc, ça m'amène aussi à dire qu'on ne se limitera pas du tout à Sibelius et qu'on est en train de travailler aussi parallèlement sur ce qu'il est possible de faire avec musique XML. C'est-à-dire, par exemple, là, on travaille sur un opéra de Philippe Leroux qui va se faire, et donc avec les mêmes genres de techniques, mais la partition telle qu'elle nous est arrivée est en finale. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on importe la partition finale dans Sibelius via Musique XML.
Et puis, on traite après, normalement, en Sibelius. Mais pour l'instant, il y a encore des soucis là-dessus, quoi, hein. Donc, on est. Voilà, puis il y a des possibilités aussi dans Sibelius même de traduire des symboles de manière différente, de les changer, voilà, à travers les filtres. Parce que en fait, moi, ça me. Je vous propose. Oui, voilà. On en discutera après, on discutera peut-être après. Ça sera... Ouais. Voilà. J'ai plein de questions encore. Continuer la discussion sur Oui, l'histoire. oui, oui, On ça a marche. vraiment un salon exprès pour Désolé. cette session. Oui. Donc, je vous propose qu'on continue, hein, on passe à la présentation suivante. On vous remercie, François Paris, pour les. Ouais, donc on peut applaudir.